On a par exemple Christian Blumenfeld, donc j'ai son accord pour donner ça, pour info. Mais lui, il fait entre 30 et 45 minutes par jour. La façon dont il le fait, il fait quasiment tout le temps des activations avant ses entraînements. Moins vélo, mais course à pied tout le temps, natation la plupart du temps. Et ensuite, il vient faire une autre séance complètement séparée de ses entraînements, plus souvent le soir d'après les heures que je vois sur ces données. Et donc là, il se fait soit des protocoles qui sont adaptés pour booster sur le long terme pour lui, soit sinon, je l'ai vu faire assez récemment, on a un protocole qui s'appelle bedtime, c'est pour préparer le corps à l'endormissement. Voilà, et je vois qu'en ce moment, il s'y file un peu là-dessus. Voilà, donc lui, ça c'est sa façon de faire. Mais après, on a des athlètes qui font un protocole de 8 minutes dès qu'ils se réveillent le matin. Ensuite, avant chaque entraînement, ils font quelque chose. Après chaque entraînement, ils font une petite séance aussi, et à distance. Voilà. Par contre, la différence entre des athlètes comme ça et les amateurs, ce qu'on voit majoritairement, c'est que c'est la régularité. C'est-à-dire qu'eux, ils ratent jamais une séance. Ouais. En vacances ou pas en vacances, off, pas off, rest day ou pas, ils en font. Et salut à tous et bienvenue dans le podcast Loop sur Endurance. J'ai souvent l'habitude de vous dire qu'il y a 4 sports dans le triathlon, le fameux 4e, les transitions. Et si aujourd'hui je vous disais qu'il y avait finalement 5 sports avec la mobilité, pour parler en détail de la mobilité et vous apporter comme d'habitude un maximum de valeur, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Saliné, fondateur de l'app GoWOD et passionné de sport depuis toujours. Thibaut, on parle beaucoup de puissance, d'endurance, de mental, mais rarement de mobilité. Pourquoi tu penses que c'est un levier finalement sous-estimé dans le triathlon ? Dans le triathlon ou dans même, j'ai envie de dire, à tous les sports, c'est souvent un peu la partie qu'on oublie ou qu'on met de côté ou qu'on n'a pas envie de faire. C'est pas la plus rigolote à faire, je suis d'accord, c'est plus sympa de regarder les watts, mais en général, on va voir, c'est ce qui différencie, j'ai envie de dire, les professionnels, les amateurs. C'est tout ce qu'il y a autour de l'entraînement. Donc aujourd'hui, un triathlète amateur va s'entraîner de la même manière qu'un professionnel, il va tout mettre de la même manière, il va avoir le matériel d'un professionnel. Par contre, ce qui va être nutrition, sommeil et mobilité, ça va être mis de côté. Et pour autant, c'est ça en fait qui va venir rajouter de la puissance, rajouter de la constance dans l'entraînement, éviter les blessures et donc en fait performer mieux. On va essayer d'aller chercher tout ça tout au long de l'épisode. Les auditeurs, ils savent un peu et ça fait sens ce que tu dis, vraiment la différence entre les professionnels et les amateurs. Et les amateurs, finalement, on est toujours à cette recherche de temps. On dit toujours qu'on n'a pas le temps pour s'entraîner plus parce qu'il y a tout le rythme de la vie qui est là au quotidien. Et il y avait un épisode qui m'avait assez marqué avec Arthur Orso et qui était sorti de blessure, vraiment une grave blessure au dos et qui disait que finalement c'était la mobilité qui l'avait sauvé. Pour commencer, justement, j'aime bien savoir un petit peu, j'étais sorti de cet épisode, je m'étais dit, vas-y, moi je vais faire de la mobilité, c'est bon, je vais le faire. Et je t'avoue, je confesse, je ne l'ai pas fait depuis. Est-ce que toi, tu pratiques la mobilité dans ton quotidien ? Moi, je suis obligé parce que il faut que je sache de quoi je parle. Ouais. Mais en fait, une fois que c'est ancré dans ton quotidien, si tu l'arrêtes, c'est littéralement impossible. Tu te sens tellement mal, tu dors mal. Tu peux plus t'entraîner, tu peux plus t'entraîner correctement, tu fais que de blesser. Donc en fait, une fois que c'est rentré dans ton quotidien et que tu comprends l'avantage que tu vas avoir à le faire, c'est impossible de revenir en arrière. Pour autant, je suis pas un fou de ça dans le sens où j'y passe pas 1 heure par jour. Mais par contre, si j'ai pas mes 15 à 20 minutes, je fais toujours à la même heure d'ailleurs pour moi, mais mes 15 à 20 minutes juste avant d'aller dormir, j'arrive pas à dormir. On va essayer de décrypter tout ça parce que je pense que le parallèle, il se fait pour toutes les personnes et cette question de sommeil, de récupération, c'est super important. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de comprendre les avantages pour dormir, pour éviter les blessures, en début d'épisode, tu nous disais pour mettre plus de watts, je voulais que tu nous racontes un petit peu ton parcours personnel, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a animé dans cette mobilité et comment c'est né justement l'aventure GoWOD. Je suis kiné du sport. J'habite à Montpellier, donc j'ai été kiné du sport sur Montpellier pendant 7 ans. Et j'ai bossé dans un cabinet qui était spécialisé dans le haut niveau, notamment avec le Montpellier Handball, Krebs de Montpellier, où j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de triathlètes. Donc, on en parlait en off, mais Émilie Morier, Léonie Perriot, Cassandre Beaugrand, Pierre Lecor, voilà, on a eu beaucoup de triathlètes entre nos mains. Et on a décidé donc avec un de mes amis ostéopathes qui s'appelle Romain, de débattre de nos patients qu'on avait en commun. Et en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est que beaucoup de monde était en surentraînement, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il manquait énormément de mobilité. Et donc, on a commencé à bosser sur nos patients communs, lui en ostéo et moi en kiné. Et en fait, on s'est aperçu qu'on travaillait de la même manière. On faisait un bilan d'entrée avec nos patients. Et derrière, je déteste avoir les patients au cabinet pendant des mois. Donc, j'essaie de les autonomiser le plus possible. Donc, je leur donnais des exercices à faire à la maison,
mais écrit sur une feuille de papier. Je les prenais en photo pour qu'ils se rappellent de comment faire l'exercice. Parce qu'en général, ils partent du cabinet en disant « Moi, c'est bon, je me rappelle. » Le Arrive soir, à la maison. il n'y a plus personne. Voilà. Et donc, on faisait ça. Et en fait, on s'est dit, ce serait sympa d'être capable de numériser ce qu'on fait, mais honnêtement, pas pour faire un business, juste parce que ça nous ferait gagner beaucoup de temps. Et donc, on a demandé à un de nos patients communs qui s'appelle Thomas et qui est développeur de coder notre petite idée. Voilà. On a fait ça en off pendant un an et demi. Et en fait, au fur et à mesure du chemin, si tu veux, quand on a commencé à vouloir le mettre sur le marché et à le montrer autour de nous, tout le monde nous disait « Mais moi, je paierais pour ça ». Donc on s'est dit, mais peut-être qu'on a quelque chose entre les mains. Trop fort. Et donc on s'est dit, on va commencer à sponsoriser quelques athlètes, d'abord dans le fitness fonctionnel / crossfit, parce que c'était le sport qu'on pratiquait et que c'était une demande en fait, de nos patients qui venaient de là. Et donc on a lancé ça en 2018 et en fait ça a explosé mondialement. Et je fais un fast forward, mais en gros aujourd'hui on a 1 500 000 utilisateurs dans le monde, partout dans le monde, avec un marché américain qui est numéro 1 chez nous, deuxième qui est le marché français. Voilà, donc on s'est retrouvé un peu là-dedans par hasard. On n'avait pas prévu de faire une vraie société. On s'est retrouvé avec une vraie société. Maintenant, on a 15 employés. On a des gens qui bossent pour nous qui sont aux États-Unis, etc. Donc, incroyable. Super. Je pourrais faire un épisode dédié sur tu vois, le changement de posture de kiné à finalement entrepreneur. Ça m'intéresserait énormément. Et justement, aujourd'hui, on va quand même faire le focus sur les sportifs, l'avantage de la mobilité, etc. Mais aujourd'hui, 100% de ton temps est dédié à GoWOD ou tu as toujours une partie kiné ? 110%. Ok. 110%. Je fais uniquement des soins quand je suis sur des compétitions et que j'ai des athlètes à moi qui, blessure de dernière minute, ils sont tout seuls, ils ont besoin d'aide. Et là, on va intervenir, mais je ne vais pas au cabinet tous les jours. Et j'avais ce cliché, moi, Thibaut, de GoWOD qui était vraiment dédié pour les gens qui pratiquaient, on va dire, le crossfit, l'Aerox, etc. Et là, je l'ai vu débarquer dans le triathlon. C'est pour ça que je trouvais vraiment important de le raconter dans le podcast. Elle est venue comment cette évolution ? Parce que là, finalement, tu me dis, on a créé ça pour répondre à notre problématique. Tu as tes premières, on va dire, réponses positives. Les gens, ils disent, vas-y, développe. Et j'ai l'impression que c'est quand même assez récent que différentes pratiques sportives sont arrivées sur l'app. Oui, complètement. En fait, donc on a lancé en 2018. Et en fait, toute l'app était tournée autour du fitness fonctionnel. Donc, pendant, j'ai envie de dire, 6 ans, on a été vraiment hyper spécialisé là-dessus. Sauf qu'au fur et à mesure de notre croissance, en fait, on a commencé à toucher une population qui ne faisait pas ce sport, mais qui en avait bien besoin. Et donc, on a eu des centaines et des centaines d'emails et de messages sur Instagram pour nous dire à quand quelque chose pour la course à pied, à quand quelque chose pour le triathlon, à quand quelque chose pour l'escalade, le golf, etc. Et en fait, on n'était pas prêts parce qu'on n'est pas une boîte de marketing, on était ça, on est des vrais professionnels de santé. Et donc, soit on fait les choses bien, soit on ne les fait pas. Et donc, on a pris 1 an et demi complètement off. C'est-à-dire qu'on n'a plus fait avancer l'app et le marketing, etc. Pendant 1 an et demi, on n'a fait que développer une nouvelle version de l'app qui, là, elle est capable d'avoir la même précision d'analyse pour ce qu'on avait pour le crossfit ou l'aerox, mais maintenant pour le triathlon, la course à pied, l'escalade, le golf, etc. Donc, on a dû faire venir 9 spécialistes pour chacune des catégories de sport qui allaient amener leur expérience. On a été travailler avec des athlètes professionnels comme Christian Blumenfeld, Sam Ledlow ou Marjolaine Pierret pour nous dire, vous avez 10 ou 15 ans d'expérience en triathlon, dites-nous ce qui fonctionne pour vous, dites-nous ce qui ne marche pas pour vous, donnez-nous toutes ces informations-là parce que nous, on va créer un produit qui maintenant va être dédié à chacun des sports, peu importe le sport que vous faites. C'est drôle, finalement, on voit que maintenant, tu as vraiment la casquette entrepreneur, mais tu réagis presque comme un kiné dans l'entrepreneur, dans le sens où on t'apporte des problématiques, les gens, ils te forcent à développer le produit et toi, tu viens le résoudre dans le temps. Mais à quel moment, toi, tu as pris conscience ? Est-ce que c'est dans tes études de kiné ? Parce que, tu vois, on a tous nos petites histoires et je sais que la mobilité commence... la mobilité, on ira aussi sur les étirements, tous ces sujets-là. Nos kinés respectifs, tu vois, je vois dans mon entourage, ne sont pas tous d'accord sur tous les sujets. Toi, à partir de quel moment tu as pris en considération l'impact de la mobilité et tu t'es dit, OK, moi, je vais miser là-dessus pour soigner mes patients, je vais mettre de l'impact vraiment sur cette solution ? En fait, je suis passionné de performance sportive, de ce qu'est capable de produire le corps humain. Et en fait, si tu veux l'optimiser au maximum, tu es obligé de mettre ce qu'on disait tout à l'heure, la nutrition, le sommeil, etc. au maximum. Mais la mobilité est une énorme partie de cette performance-là, dans le sens où on prend souvent en fait, une métaphore pour dire si vous prenez 2 voitures qui roulent à vitesse égale, il y en a une qui a le frein à main un tout petit peu serré et la roue voilée. Laquelle des deux va dépenser
le plus d'énergie pour aller à la même vitesse, c'est celle qui a le frein à main tiré et la roue voilée. Mais laquelle des deux est le plus susceptible aussi de rentrer dans un fossé ou de te prendre un mur? Celle qui a la roue voilée. Et donc c'est la même chose en fait pour la performance humaine. Si vous avez des restrictions qui vous limitent, si vous luttez contre votre corps avant de lutter contre des forces extérieures, donc là je prends n'importe quel sport, mais prenez du golf par exemple ou du tennis, si vous n'êtes pas capable de tourner, voilà, vous allez d'abord devoir lutter contre votre propre corps pour tourner avant de renvoyer de l'énergie vers la balle. Si vous parlez en course à pied, c'est la même chose. Si vous devez lutter contre votre propre épaule pour nager, toute l'énergie que vous allez mettre dans votre épaule juste pour la faire bouger, vous ne la passez pas dans la puissance que vous mettez dans l'eau. Donc en fait, on essaye d'éliminer toutes ces forces de frottement-là. Et non seulement on élimine les forces de frottement, mais en plus on optimise la récupération. Donc on est capable d'en mettre plus le lendemain à l'entraînement. Donc on performe plus. Et sur le long terme, ça se voit énormément. Et puis bien évidemment, il y a tout ce risque de blessure qu'on va enlever. Et ça, c'est à la base pour ça que j'étais kiné. Mais donc moi, je prenais les gens quand ils étaient déjà blessés. Et en fait, mon but, c'était de dire, il vaut mieux mettre des choses en amont, en place, pour que tu viennes jamais chez moi et que tu n'ailles jamais chez le médecin, plutôt que tu viennes me voir une fois que tout est cassé et je dis, OK, maintenant, il faut arrêter pendant 3 semaines. On va devoir réadapter tous tes entraînements. Et tu vas perdre, en fait, 2, 3, 4 semaines d'entraînement dans ton plan qui va te faire régresser, voire diminuer ta progression. Et tu parles de progression, tu vois, je vais faire le point sur le dernier mot que tu utilises. Est-ce qu'il y a une notion d'inné, tu vois, j'ai toujours ce débat sur la souplesse, ouais mais toi tu nais souple, ouais mais moi c'est compliqué de devenir quelqu'un de souple, et finalement on se rend compte que ça se travaille finalement tout ça. Est-ce que sur la mobilité, il y a vraiment cette notion un petit peu identique où il y a des gens qui naissent mobiles des épaules, finalement d'autres qui ne le sont pas, et il y a vraiment une notion de progression sur tout ça? Ah oui, il y a une notion de génétique. On est plus ou moins mobile, mais il y a aussi beaucoup d'épigénétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as mis en place entre tes 0 et tes 20 ans? Quel sport tu as fait? En général, tu peux quasiment détecter une personne, la façon dont elle bouge. Tu peux quasiment dire, OK, toi, tu as fait ces sports-là quand tu étais jeune, c'est obligé. Parce que on voit que soit tu as des asymétries, soit tu as des facilités dans un domaine, mais pas dans l'autre. Et donc, c'est typique d'un sport ou d'un autre. Ceux qui, en général, ont touché à tous les sports, on voit qu'ils sont plutôt bien équilibrés. Et puis après, il y a une différence entre les sexes. Les femmes sont généralement plus souples que les hommes. Et nous, on va différencier en fait la mobilité de la souplesse, qui sont deux choses différentes. La souplesse, c'est la capacité que vous avez à effectuer un mouvement dans une amplitude de manière passive. Donc l'exemple, si je dis mettre le bras au-dessus de la tête, si vous êtes allongé sur le dos, c'est la gravité qui vous fait tomber le bras en arrière. Vous n'avez rien à faire, c'est la gravité qui agit. Par contre, si je vous mets assis et que je vous fais lever le bras au-dessus de la tête, là, c'est vos muscles qui vous font monter le bras. Donc là, c'est actif. Donc là, on parle de mobilité. Donc c'est ça la différence entre mobilité et souplesse. Et être souple ne veut pas dire être mobile. Être mobile veut dire être souple, par contre, aussi. Ah, ok. Dans le sens. Donc ça marche pour l'un, mais pas pour l'autre. Et justement, tu parlais un petit peu, moi j'ai l'habitude de dire le triangle de la performance, tu vois, tu parlais de l'hydratation, la nutrition, le sommeil, tout ce qui vient vraiment dans ce cercle de la performance, et tu disais la mobilité en est une grande partie. Est-ce que finalement la souplesse aussi en fait partie, ou tu vois, est-ce que être souple suffit? On la mettrait, non, être souple ne suffit pas, parce que la souplesse donc, est passive. Or, nous, tous les sports qu'on fait, là si on prend le triathlon, on veut générer de la puissance, on veut avoir du tonus dans ces amplitudes-là. Donc on ne veut pas juste s'écraser. Voilà, par exemple, si on prend de la course à pied, si on est hyper souple, mais qu'on n'est pas donc mobile, qu'on n'est pas capable de générer de la tension, on va avoir le pied qui va s'écraser, la cheville qui va s'écraser, on ne bénéficie pas de l'effet ressort. Au final, ça va être presque plus au détriment de la performance qu'autre chose. On risque plus d'augmenter les blessures qu'autre chose. Donc le travail de souplesse, c'est un point de départ, il faut l'avoir, un minimum, mais on vient le rentrer dans la mobilité qui, lui, va être plus au service de la vraie performance. Et quand on parle de cette fameuse performance, on se rend compte qu'il y a du coup réellement un impact d'être mobile sur la performance. Et tu penses que aujourd'hui, la mobilité, et après on ira vraiment faire des focus sur dans chaque sport, etc. Mais aujourd'hui, la mobilité, elle te sert à être plus performant, mettre plus de watts, courir plus vite, nager plus fort, ou c'est vraiment une notion de plus éviter les blessures? C'est les deux. C'est les deux cumulés. C'est-à-dire que si tu viens travailler ta mobilité avant une séance, le ressenti que tu vas avoir, il va être multiple. Mais le premier, c'est j'ai l'impression d'avoir un corps qui est libre, comme s'il n'y avait aucune limitation, comme s'il n'y avait aucune force de frottement. Ça, c'est la première chose. Ce que tu peux ressentir, par exemple, parfois quand tu viens, tu vas nager, au bout de 20 minutes, ça y est, tu te sens un peu délié. Bon, bah là, tu l'as, mais dès les premiers 100 mètres. Okay. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième, c'est que, comme tu disais, tu vas agir sur les blessures. Vu que tu ne vas pas mettre de contraintes et de compensation en place, ton corps ne va pas forcer contre lui-même.
Donc tu vas réduire largement les blessures. Et qui dit réduire les blessures dit avoir une progression beaucoup plus constante. Parce qu'on le verra sûrement, mais la clé de la progression dans le tri, dans n'importe quel sport, mais aussi dans la mobilité, c'est en fait tout le temps. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Et s'arrêter sur 3 semaines, sur un plan d'entraînement de 6 mois, ça va vraiment faire un trou. C'est la même chose dans la mobilité. Vous partez 3 semaines en vacances, vous arrêtez de bosser ça. Quand vous revenez, vous allez vraiment le sentir. Et on va récupérer plus vite ou pas derrière? Parce que tu vois, on a vraiment l'habitude de dire que le corps, il a une certaine mémoire. Des gens qui ont fait du sport à haut niveau, ils reviennent. Mais si vous mettez 3 mois pour choper un niveau et vous arrêtez 3 semaines, il va vous refalloir un bon petit mois pour revenir. Voilà. Donc, malheureusement, on perd assez vite. On s'en radie très vite. Ok. Mais pour autant, c'est pas perdu, quoi. Et est-ce qu'il y a une notion, est-ce que tu arriverais à définir une notion pour un athlète qui pratique les sports d'endurance, d'avoir une bonne mobilité? C'est quoi pour toi une bonne mobilité? Alors il faut prendre l'exemple du coup, donc, on va prendre le triathlète, bien volontairement. En fait, être le plus mobile possible, ça n'a pas de vrai intérêt. Quand je dis le plus mobile possible, c'est être une danseuse étoile. Ça n'a pas d'intérêt pour le triathlète. C'est pas dans sa fonction de faire ça. Lui, il va falloir qu'il identifie les points clés de sa pratique. Donc les points clés, si on prend les 3 sports, on prend en natation, il va avoir un gros travail au niveau des épaules. Si vous regardez les courses olympiques et Léon Marchand juste avant de partir sur une côte, vous voyez un peu l'amplitude d'épaule qu'ils ont. Voilà. Vous avez vu, ils ont tous la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une exception dans la règle. Tous les nageurs de très haut niveau, ils ont une mobilité d'épaule qui est juste incroyable. Logiquement, si vous voulez être un nageur incroyable dans l'eau, il faut avoir une mobilité d'épaule incroyable. Il y a un lien qui se fait. Donc, sur la natation, c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent particulièrement. Sur le vélo, les problèmes rencontrés principalement en tri, ça va être les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau du cou. En termes de blessure, c'est très souvent dû à maintenir une position aéro pendant 4 heures. Vous allez forcer. Donc, ce qui se passe, c'est si vous n'êtes pas capable de la maintenir, soit vous la maintenez, mais avec des tensions lombaires très élevées qui vont engendrer soit des douleurs simplement, soit des blessures. Ou alors, c'est être obligé de se relever en fait, au bout de 20 minutes pour rester 5 minutes en haut. Bon, vous perdez un max de watts dans cette position-là pour pouvoir vous y remettre. Après, il y a du travail au niveau des membres inférieurs, bien évidemment. Mais en termes de focus et les retours qu'on a le plus, c'est sur ces domaines-là. Et après, en course à pied, ça va être principalement sur cheville, genou, hanche, bas du dos. Et donc là, on va avoir principalement sur de la gestion des blessures, que ce soit de la fascite plantaire, des périostites, des douleurs au genou, tout ce qu'on rencontre quand on court un petit peu trop. Voilà, donc là, on va avoir vraiment un attrait sur le bas du corps pour la course à pied. Donc en fait, on prend l'athlète dans son ensemble et on va éviter d'aller le faire surtravailler sur des points parce que ça n'a aucun intérêt pour lui. Et au contraire, parfois, un peu de raideur peut être sympa pour certains athlètes ou certains sports. Je prends souvent le sport du powerlifting comme exemple. Donc c'est soulever une barre du sol, ce qu'on appelle un soulevé de terre. Ces mecs-là, il faut les laisser raides le plus possible. Il ne faut pas qu'ils soient mobiles parce qu'au contraire, ils se servent en fait de la tension qui se génère dans le dos et dans les ischios pour se servir pour remonter la barre. Donc eux, quand on les fait bosser, on leur met un niveau très très bas. En fait, c'est dépendant de chaque sport, de chaque pratique et aussi de chaque personne. Et tu parles de différentes zones du corps, finalement, la mobilité sur le corps humain, ça se travaille vraiment dans toutes les zones. Zone par zone, articulation par articulation, muscle par muscle. Et donc vraiment dédié à chaque pratique, finalement. Par spécificité. Ok, franchement, on va essayer d'aller se faire un petit focus là-dessus. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est toujours plus simple quand on ne pratique pas la mobilité de partir de la blessure. Tu as annoncé certaines blessures comme justement les périostites, etc., qui parlent assez souvent aux sportifs. J'aime bien partir des blessures pour essayer de comprendre derrière quel est l'impact et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Qu'est-ce que, toi, de ton expérience, donc soit de la partie data que vous avez aujourd'hui avec GoWOD ou toi de ton expérience kiné, quels sont les blocages vraiment les plus fréquents que tu as pu avoir chez un triathlète et que derrière tu as pu régler avec de la mobilité? Chez les triathlètes, donc on est chez les triathlètes dans la course à pied, on va être principalement sur l'axe cheville, genou, hanche. Donc là encore, tout le monde est différent, homme, femme, en fonction de la génétique et de l'épigénétique. Donc je peux pas dire tout le monde est fait comme ça, parce que chacun est différent. Pour autant, en fait, il faut aller au moins voir ces 3 axes-là et voir ce qui se passe. Donc on a très souvent des raideurs de hanches, donc on a des personnes qui est très forte pour rester dans l'axe, mais dès qu'il faut mettre un peu de rotation et permettre au corps de pouvoir mettre des compensations là-dessus, ils sont incapables. Donc on va aller tester les rotations internes et externes de hanche. On va aller tester la flexion de hanche qui est mise à contribution énormément sur la course à pied, sur la natation, parce
qu'on vient leur dire, mais aussi sur le vélo, on reste en position courte pendant un sacré moment. Le genou est considéré en général comme simplement une articulation qui est coincée entre la hanche et la cheville. Et donc en fait, elle ne fait que subir soit un déficit, soit un problème de hanche, soit un problème de cheville, soit les deux. Et en fait, le genou étant au milieu avec un grand bras de levier, lui, il va juste venir subir ce qui se passe. Donc ça ne sert pas à grand-chose de venir traiter le symptôme au niveau du genou si on ne comprend pas la cause. Il faut aller traiter la cause, sinon en fait, on ne fait que revenir dans 3 mois avec le même problème parce qu'on n'a toujours pas traité la cause. Et au niveau de la cheville, on va aller voir tout ce qui va être travail de flexion, travail au niveau de la capacité élastique et de rebond du mollet, toutes les tendinopathies d'Achille qu'on arrive à détecter aussi chez les coureurs et chez les triathlètes notamment. Et je comprends que tu nous parles de tests, tu vois, tu donnais l'exemple de la hanche et finalement tu me dis on va voir comment elle bouge, mais ça je l'entends et je fais exprès d'aller chercher cette partie-là aussi pour nos auditeurs, mais je l'entends quand on va voir un kiné, il va venir étudier tout ça. Là, on a aussi l'ambition de montrer aux sportifs que l'app que tu as cofondée, justement, GoWOD, peut avoir vraiment une utilité assez forte pour tous les triathlètes, les sportifs d'endurance et bien sûr d'autres sports, mais vraiment nous, notre audience. Mais comment ça, tu vas venir le tester avec une app? Comment ça se passe finalement, ces fameux tests de hanche? Comment je vais voir mon évolution dans le temps avec une application? Alors, en fait, nous, on est parti du postulat qu'au cabinet, si tu vas voir ton kiné ou ton ostéo, tu pars avec un bilan. Il te bilante complètement. Il regarde exactement comment tu fonctionnes. Donc, quand on a développé l'app, on a dit il faut absolument qu'on puisse mettre un score et qu'on puisse définir exactement comment notre utilisateur et notre athlète bougent. Donc, il y a un test qui comprend 10 tests à l'intérieur. Vous allez venir tester vos épaules, votre capacité à mettre les bras au-dessus de la tête en rotation, votre extension thoracique, vos hanches en rotation, votre chaîne postérieure, ce que vous êtes capable de tourner en termes de thorax également, et vos chevilles. Du coup, pour nous, seul ce qui est mesurable peut être amélioré, et c'est pas possible de faire un plan d'entraînement en tri. Si tu n'as aucune data sur toi, on va pas te dire, tu sais quoi, tu vas aller courir 1 heure et tu vas te mettre à 3,40, c'est impossible. Voilà, donc il faut avoir une base de départ. Nous, la base de départ, c'est ça. Donc en fait, avec ce test-là, qui est d'ailleurs 100% gratuit. Donc ça, c'est juste, si vous voulez en savoir plus sur comment vous bougez, c'est totalement gratuit. Ça vous donne un score sur 100, donc ça vous donne une note sur 100, donc ça vous fait un score, c'est rigolo. Et ensuite, on vous donne aussi un score zone par zone. Donc vous avez un score pour les épaules, pour vos hanches, pour votre chaîne postérieure, etc. Si vous êtes un peu geek et que vous aimez les data, vous pouvez aller voir ma rotation externe de hanche gauche, elle est supérieure à ma rotation externe de hanche droite. Vous pouvez tout savoir exactement articulation par articulation. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le but, c'est pas d'avoir 100% partout. Pour le triathlon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que grâce à cette première donnée du test, on est capable d'extraire ça. Vu que vous nous avez dit dans l'app, je suis triathlète, ou je suis golfeur, ou peu importe, on est capable de vous dire, ok, pour ton sport, grâce au test de mobilité, on est capable de te donner un niveau de mobilité. Donc tu peux très bien avoir 90% à ton score global, et en fait, tu es à 10 sur 10 en triathlon, parce que tu remplis toutes les cases pour un triathlète pour être parfait. Et au contraire, tu peux très bien avoir un score de 90, mais par contre, tu es incapable de bouger ton thorax, c'est ton seul point faible, mais ton sport, c'est le golf. Et là, tu n'es pas capable de tourner, ton score, ton niveau de mobilité en golf va prendre un grand coup et tu vas être peut-être à 5 sur 10. Voilà, donc on est capable de te donner une analyse en fait pour chacun des sports, et donc dans le triathlon, c'est rigolo, c'est qu'on est capable de dire, ok, pour le triathlon, en course à pied, c'est super, en vélo, c'est super, par contre en natation, ça va vraiment pas, et la raison, c'est parce que tes épaules sont comme ça. Donc nous, on va te mettre un plan d'action pour que tu puisses traiter tes épaules. Ok. C'est là où ça fait sens, et je pense que les auditeurs, là, s'il y a un moment où il faut faire pause dans le podcast, c'est maintenant, et qu'ils se disent, parce qu'on se rend compte que ça a vraiment un aspect d'un point de vue performance. C'est pour ça que ça me semblait aussi super intéressant de partager cet épisode aux auditeurs. C'est qu'il y a vraiment l'aspect perf pour on va dire les professionnels, mais vraiment l'aspect bien-être pour monsieur et madame tout le monde. Et moi, je vais partager un petit peu ce premier test que j'avais fait, qui est terrible, parce que je le savais déjà, j'ai une mobilité, mon kiné fait que de me le dire, mon ostéo aussi. Mais à un moment donné, je vais y mettre, et c'est ce que je disais tout à l'heure aux équipes, je pense que ça sera après l'épisode que peut-être je vais avoir un élément déclencheur. Mais c'est vrai que ça fait pas peur, mais ça fait mal un petit peu de voir ce score associé à notre pratique, et comme tu le dis, tout l'aspect sommeil, etc., qui vient adosser à ça. Toi, parce que ce serait toujours plus simple que ce soit toi plutôt que moi qui explique justement ce test, vraiment tu dis on vient mesurer par exemple la mobilité d'épaule. C'est comment on se filme? Est-ce qu'il y a une mesure d'angle? Comment ça se passe concrètement? Alors pour l'exemple des épaules, vous allez vous mettre le dos contre un mur
les coudes contre un mur et vous allez essayer de venir toucher en rotation externe le mur. En fonction de l'angle que vous avez ici, vous allez vous arrêter sur le même angle que ce que vous êtes capable de faire. Et en fait, nous, on va être capable de déterminer un score. Ça, c'est pour les épaules, mais on se sert aussi du gyroscope du téléphone, par exemple, pour mesurer votre rotation thoracique. Donc, vous collez le téléphone contre le torse, vous appuyez sur OK et vous tournez. Et nous, on est capable de vous dire, vous tournez à 51 degrés à droite et à 42 degrés à gauche. Donc, on est capable de mettre une précision comme ça sur tous les mouvements du corps et du coup, de vous donner une note. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment une importance sur tous ces aspects. Toi, tout à l'heure, au tout début d'épisode, tu nous disais que tu faisais de la mobilité à une heure précise. Je suis quand même pas mal d'athlètes que vous accompagnez. On essaiera de comprendre un petit peu comment ces athlètes ont pu vous aider à développer tout ça, quel est, eux, leur usage, si toi, tu as quelques infos aussi de ces athlètes-là. Mais toi, tu me dis que tu le fais à une heure assez précise. Moi, je vois certains athlètes qui vont le faire soit le matin au réveil, ou alors certains, ils font toujours leur routine un petit peu avant le vélo, débloquer les hanches, etc. C'est quoi un petit peu les moments phares dans tous les entraînements qu'on a en tant que sportif d'endurance pour aller justement intégrer cette fameuse notion de mobilité? Alors, très, très bonne question. Il y a 3 phases. Il y a la première, ce qu'on appelle activation. Donc là, ça va être juste avant d'aller s'entraîner, juste avant une course. Donc, je prends un exemple. Vous allez courir à 10h du matin. Vous allez faire une session d'activation juste avant d'aller courir. Le but, ça va être de préparer votre corps à l'effort, débloquer les amplitudes nécessaires pour aller courir. Et donc là, vous serez prêt pour performer au mieux et optimiser au mieux la séance que vous allez faire. Okay. Vous faites votre séance. À la suite de ça, vous pouvez rentrer et faire une séance de récupération. Donc là, ça va être basé principalement sur des automassages et ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment pour de la pure récupération. Le but étant, c'est de mieux récupérer pour pouvoir en mettre un peu plus, soit sur la séance de l'après-midi, soit sur la séance du lendemain. Et ensuite, vous avez des séances qu'on en fait à distance de l'entraînement, donc on va dire 2 heures avant ou après un entraînement, là qui vont être à faire plutôt à la maison et qui vont être beaucoup plus sur des étirements plus doux, plus longs, qu'on va tenir, alors que les activations vont être beaucoup plus actives. Voilà, donc juste avant l'effort, si on fait un récap, on va plutôt activer le muscle. Donc là, on est sur quelque chose de très, très, très actif, rien de passif. Après, on est sur beaucoup plus du massage. Et à distance, on va être sur un mélange d'actif et de passif. Ok. Et dans ces sensations, en termes d'athlète, quand tu parles d'actif, c'est normal que la séance, malgré tout, elle soit un petit peu, j'ai envie de dire, difficile, qu'on sente qu'il y a des tensions musculaires qui sont présentes, qu'on commence presque à transpirer sur certains exos. Dans les séances d'activation, on transpire un peu, ouais. Ok, voilà, donc c'est on monte normal. un petit peu en pression, c'est tout à fait normal. Mais d'ailleurs, c'est normal, c'est-à-dire que c'est le même principe que s'échauffer pour aller faire un effort. C'est normal qu'à la fin de l'échauffement, on transpire et qu'on se sente un peu fatigué. C'est comme ça qu'on va être capable de, dès les premiers mètres, être capable d'en mettre. Okay. Voilà. Si on arrive complètement froid, le corps prend un impact terrible et c'est comme ça en fait qu'on se blesse. Et il y avait cette notion de souplesse, d'étirement, et tu vois, personnellement, c'est des choses que j'ai toujours essayé de faire le matin au réveil, etc. On a une raideur qui est très très présente le matin au réveil. La mobilité, c'est quelque chose que tu conseilles de faire le matin ou plutôt le soir? C'est vraiment dépendant de chaque athlète, chaque personne? Je conseille de le faire quand vous avez envie de le faire, tant que vous le faites. En fait, nous donc, c'est ça aussi que nous a apporté le terrain égale le cabinet. C'est que je sais très bien que si je donne 20 minutes ou 30 minutes d'exercice à quelqu'un, personne ne le fera, mais littéralement personne. Alors que si je donne 3 minutes ou 4 minutes ou 8 minutes, voilà, on a tous 8 minutes, on peut le faire devant la télé, on peut le faire en faisant autre chose, on peut le faire en faisant ses mails. Donc il y a toujours moyen de le faire, mais il faut que les séances soient courtes parce qu'on sait que dans un quotidien qui est le nôtre, encore plus quand on est triathlète et ça nécessite déjà beaucoup d'heures d'entraînement. Donc si on a un travail à côté, essayer de faire rentrer 20-30 minutes, c'est pas possible. Donc bonne nouvelle, ça sert à rien de faire 45 minutes, des séances de 45 minutes 3 fois par jour. En fait, ce qu'il faut, c'est faire des séances tous les jours. Même si elles sont courtes, il faut en faire tous les jours. C'est la clé de la progression. Donc là-dessus, il ne faut pas s'en faire. Il n'y a pas de meilleur moment pour le faire. Certains aiment le matin parce qu'ils se sentent verrouillés, ils veulent se déverrouiller. Il y en a qui aiment faire le soir parce que ça les apaise. Ils prennent un moment pour soi quand soit les enfants sont couchés. Voilà, c'est le moment de le faire. Et ils vont dormir. Il y en a d'autres aussi qui le font matin, midi, soir. Alors, on a des gens qui utilisent l'app plus de 2h30 par jour. Hein. Ah oui. Donc, ouais.
Et sur les datas, justement, ouais, l'usage un petit peu des gens, t'as quoi un petit peu comme retour sur ça à nous donner? Alors on a tout. Ouais. Aujourd'hui, on a 1 500 000 utilisateurs dans le monde et on a, je crois, 42 millions de protocoles qui ont été effectués sur l'app. Donc on a assez de data pour Ouais. définir un peu ce que les gens font. Ce qui va intéresser les auditeurs, je pense, c'est plutôt ce que font les pros. Donc on a par exemple Christian Blumenfeld, donc j'ai son accord pour donner ça, hein, pour info. Mais lui, il fait entre 30 et 45 minutes par jour. Ah ouais. Voilà, donc uniquement sur l'app. Hein. La façon dont il le fait, il fait quasiment tout le temps des activations avant ses entraînements. Ok. Donc moins vélo, mais course à pied tout le temps, natation la plupart du temps. Et ensuite, il vient faire une autre séance complètement séparée de ses entraînements, plus souvent le soir, d'après les heures que je vois sur ces données. Et donc là, il se fait soit des protocoles qui sont adaptés pour bosser sur le long terme pour lui, soit sinon, je l'ai vu faire assez récemment, on a un protocole qui s'appelle Bedtime, c'est pour préparer le corps à l'endormissement. Voilà, et je vois que en ce moment, il s'y file un peu là-dessus. Voilà, donc lui, ça, c'est sa façon de faire. Mais après, on a des athlètes qui font un protocole de 8 minutes dès qu'ils se réveillent le matin. Ensuite, avant chaque entraînement, ils font quelque chose. Après chaque entraînement, ils font une petite séance aussi, et à distance. Voilà. Par contre, la différence entre des athlètes comme ça et les amateurs, ce qu'on voit majoritairement, c'est que c'est la régularité, toujours pareil. Okay. C'est-à-dire qu'eux, ils ratent jamais une séance. Ouais. En vacances, pas en vacances, off, pas off, rest day ou pas, ils en font. Alors que les amateurs, on va plus être sur aujourd'hui, je me suis entraîné, donc je l'en fais, mais demain, je fais rien, donc je fais rien. Voilà. Okay. Ce qui est dommage parce qu'en fait, il faudrait prendre 3-8 minutes. Mais en fait, c'est là qu'on arriverait à accélérer encore plus la progression, en sachant que la progression moyenne sur 2 mois, elle est de 12%. Ça, c'est la moyenne sur tous nos utilisateurs. Ouais. Donc en 2 mois, vous êtes capable de gagner déjà 12%. Voilà, mais il faut un peu s'y filer. Ouais. Ouais, j'imagine. Malgré tout, il y a cette notion d'engagement personnel. Et comme on disait, des fois, ça fait malgré tout mal, il y a un engagement. Et puis, on se rend compte aussi de ces blocages. Hein. C'est toujours la même chose. Ça fait le miroir un petit peu avec nos défauts présents sur notre corps. Et tu parlais du jour de course, justement. Le jour de course, ça a aussi un impact de faire de la mobilité. C'est pas même déconseillé d'en faire. C'est vraiment, on continue la routine. Quoi. Alors, la différence entre le jour de course et le jour d'entraînement, c'est que on va faire les 3 sur ce jour-là. Et qu'en général, au moment où on arrive sur le vélo, on est déjà bien échauffé. Cependant, déjà, il y a la natation qui arrive en premier. Donc là, s'il y a un accent à mettre, ça va être sur la natation. Okay. Donc principalement, ça va être du travail au niveau des épaules. Mais aussi, et c'est ça que je conseille à tout le monde, c'est si vous vous êtes entraîné en faisant de la mobilité, le jour de la compétition, ne changez rien. Faites-le aussi. Voilà. Au contraire, à la limite, j'allais dire, si jamais vous n'en avez jamais fait, ne vous chauffez pas le jour J à inventer quelque chose, parce que restez dans votre routine. Voilà, ne changez rien. N'essayez pas un nouveau gel ce jour-là, parce qu'on sait l'effet que ça peut avoir. Ouais. Voilà, donc... Le jour J de la compétition, si vous en faites et que vous avez déjà eu l'habitude d'en faire, bien évidemment que ça va énormément vous aider. Mais si vous n'en avez jamais fait, à la limite, restez dans votre routine et on commencera après. Et justement, tu mets un petit point d'alerte sur les erreurs, et je voulais aller là-dessus sur les erreurs à éviter. Est-ce qu'on peut mal pratiquer la mobilité tu vois, la musculation, on le sait très bien, des fois le mouvement il va être mal fait. Là, c'est quand même on va dire une pratique en autonomie avec GoWOD. Il y a les mouvements qui sont vraiment donnés, il y a toujours l'affichage, etc. Mais est-ce qu'il y a des erreurs quand même à éviter que tu veux partager aux auditeurs ? Oui. Si ça fait mal, c'est-à-dire une douleur, vous sentez une douleur dans votre articulation, okay. C'est probablement que vous êtes mal positionné, donc il faut regarder la vidéo et bien voir comment la personne est positionnée, mais peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est quelque chose de mécanique, et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas forcer trop vers la douleur. Normalement, c'est pas le cas, mais et l'erreur majeure que je vois dans les sports d'endurance, c'est avec la démocratisation des foam rollers et des balles de massage. On le voit partout maintenant, donc dans n'importe quelle grande enseigne, on peut acheter un rouleau. Vous allez sur un iron chez les pros, il y a des rouleaux partout. L'erreur majeure de l'utilisation du rouleau, c'est de vouloir absolument de se torturer dessus. Donc, ça sert à rien déjà. Et puis surtout, c'est même en fait contre-productif. C'est-à-dire que l'utilisation du rouleau ou de la balle de massage, elle est faite pour garder un muscle relâché dessus. Le but étant que si votre muscle est complètement relâché, il va y avoir un effet où vous allez rentrer en profondeur et vous allez en fait bouger vos tissus conjonctifs. Okay. J'essaie de parler normalement. Bouger vos tissus conjonctifs. Voilà. Si vous résistez parce que vous contractez votre mollet comme un fou dessus, votre mollet est beaucoup plus puissant que le rouleau. Hein. Donc en fait, si vous êtes tout tendu, vous allez juste en fait passer dessus. Ça sert à rien. Vous perdez du temps.
Donc en fait, il faut essayer de jauger l'appui qu'on met dessus. Ça sert à rien d'acheter des rouleaux avec picot. Voilà, si vous n'êtes pas capable d'encaisser un rouleau normal sans être contracté, n'achetez pas un rouleau avec picot. On y vient en fait petit à petit. C'est pour ceux qui font des bains froids. Le premier bain froid qu'on fait, on ne se met pas à 4 degrés. On commence à 12, on reste 1 minute, puis on descend à 10, on reste 2 minutes, etc. etc. et on s'habitue au froid petit à petit. Là, c'est pareil. On vient progressivement accepter et tolérer un petit peu en fait, l'impact du rouleau et la douleur pour être complètement relâché dessus. Ça, c'est l'erreur numéro 1 qu'on voit. Ok, ouais, donc c'est quand même assez présent. Il y a des petits points d'alerte, j'ai envie de dire, à aller chercher. Et on va aller chercher maintenant les routines, j'ai envie de dire, des sportifs sur ces 3 sports. On va essayer de donner du conseil très concret. Tout à l'heure, tu disais que tu prenais l'exemple de Blumenfeld, qui l'utilise assez souvent en natation. Pour essayer de comprendre tout ça, on va aller bien sûr solliciter l'auditeur pour que lui aussi il puisse tester l'application, il puisse vraiment découvrir l'enjeu de la mobilité. Mais si tu devais donner un exemple concret de ce que vous allez essayer de mobiliser avant une séance de natation, ça représente quoi? En fait, ce qu'on fait, on part d'une analyse biomécanique du mouvement. En fait, on prend le mouvement du sport en question et on analyse les besoins du mouvement. Si vous prenez de la natation par exemple et que je prends juste, donc je coupe en haut du corps et je prends juste les épaules, vous allez avoir ce qu'on appelle, désolé pour les termes, on va avoir une abduction, rotation externe, flexion. Donc en gros, ça veut dire quoi? Clairement, ça veut dire prendre le bras, le mettre au-dessus et le ramener. Ouais. Pour libérer ces amplitudes-là, on va aller chercher des exercices qui vont avoir un impact direct sur ces 3 mouvements. Donc on va avoir un mouvement qui va ouvrir de l'abduction, un mouvement qui va venir gagner en rotation externe, un mouvement qui va venir chercher de la flexion. Le but étant d'avoir la plus grande amplitude de mouvement possible pour être capable de ne pas avoir à compenser et à tourner son buste sur le côté et donc à faire la planche comme ça et à rester le plus aéro possible dans l'eau. Donc ça c'est pour la natation, c'est un exemple. Si c'est pour le vélo, on va aller chercher à travailler l'extension thoracique. Donc pourquoi? Parce que quand vous êtes couché sur le vélo, en fait vous essayez de venir en extension pour regarder devant vous et pas avoir la tête exactement, comme on dit, la tête dans le guidon et de regarder vos pieds. Et donc on va travailler aussi en termes de flexion extension au niveau du cou. On va venir travailler sur la chaîne postérieure. Donc ça veut dire on va venir en fait ischio-jambier et bas du dos, essayer de travailler parce qu'il y a beaucoup de tension qui se crée là-dessus. Et sur les fléchisseurs de hanches également en vélo, on va venir faire un travail d'activation avant pour essayer d'être sûr qu'il y a un peu de mouvement qui est capable de se créer sur ces muscles-là. Quant à la course à pied, on va laisser tomber le haut du corps là-dessus. On part du principe qu'on n'a que 3 minutes ou 8 minutes pour bosser, donc il faut être le plus effectif possible. Donc là-dessus, on va venir travailler en fait la cheville pour être sûr qu'elle est capable de résister à des impacts. Je ne donne pas d'exemple précis parce que pour une seule chose, il peut y avoir 10 exos et qu'en fait le but aussi c'est d'en apprendre et d'en faire un différent un peu à chaque fois pour savoir lequel fonctionne le mieux pour vous. On va être capable de préparer le mollet pareil, donc là de manière active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de réagir, il faut qu'il soit capable de s'allonger, mais il faut qu'il soit capable aussi de réagir dans l'autre sens pour vous propulser. Le dessous du pied est très important, très souvent oublié, mais toutes les fascites plantaires et les douleurs au niveau du pied viennent de là. Donc préparer le dessous du pied en l'activant, soit sous forme d'activation musculaire, mais ça peut aussi arriver avec du massage. Et derrière, on va aller venir travailler au niveau musculaire, c'est-à-dire quadriceps, ischio-jambier, fessier, fléchisseur de hanche. Voilà. Si on fait le tour de ça, on est prêt à partir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de 45 minutes. Et ouais. Vraiment, il n'y a personne qui fait 45 minutes. Je vous assurais, même les pros ne font pas 45 minutes avant. Au bout d'un moment, ça devient en fait trop long. J'en discutais avec Christian Blumenfeld, c'était il y a 1 an je dirais, et je lui demandais en fait quelle était sa routine au niveau de la course à pied et comment il faisait. Et lui, la façon dont il le fait, c'est qu'il va d'abord courir, donc il court vraiment, il trottine pour lui, sûrement courir pour moi, mais il trottine. Il trottine tranquillement, il trottine 5-10 minutes, ensuite il fait une pause, il s'hydrate, il mange. Et c'est là en fait qu'il fait sa routine mobilité. Et donc là, il prend 5-10 minutes et là, il commence à se préparer. Et en fait, au niveau de sa préparation, sur ses mollets, il a vraiment une préparation très spécifique. Il fait des exercices donc, d'activation musculaire au niveau des mollets. Il fait un peu d'excentrique, c'est-à-dire il monte sur la pointe des pieds et il retient la descente, juste pour préparer en fait ses tendons d'Achille à subir le moins possible et être capable d'absorber les chocs. Par contre, il n'y a jamais un étirement passif au niveau des mollets.
Le but étant pour lui, c'est qu'il veut se sentir prêt, chaud, mais raide au niveau des mollets. C'est son truc, parce qu'il veut vraiment qu'il y ait du rebond à chaque fois et qu'il serve de ce système de ressort qu'on vient tendre et que quand on le lâche, il vient se rapetissir. Donc lui veut cette sensation-là, c'est très important pour lui. Et en fait, il est trop raide s'il en fait pas du tout et s'il fait pas tous ses exos avant. Il n'est pas assez raide s'il s'étire passivement. En fait, il a le juste milieu qu'on a réussi à créer avec lui sous forme de protocole. Et c'est comme ça en fait qu'il se sent le plus prêt à courir. À affronter ces séances, et on voit que ça marche vu Ça marche plutôt bien. vu comment il court, je pense que ça marche bien. Et tu vois, tout à l'heure, tu nous le disais, moi je l'ai présenté en introduction un petit peu comme le 5e sport. Tu nous le répètes et je trouve que c'est un message vraiment important. C'est des petites actions au quotidien qu'il faut mettre en place. Donc on se rend compte que c'est en soi le 5e sport, il y a quand même une notion d'entraînement. Mais tu vois, on a fait pas mal d'épisodes sur l'entraînement justement en vélo, en natation, en course à pied. Et on se rend compte qu'il y a cette notion de lassitude. Au bout d'un moment, si tu fais toujours la même séance, l'athlète il va s'ennuyer. Concernant la mobilité, tu le disais un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'il y a différents protocoles de mobilité qui ont le même objectif et le même but pour que justement l'athlète, au bout d'un moment, il se dise c'est bon, je fais pas tous les matins la même chose au même moment, au même endroit. Nous, on a des séances qui varient tous les jours, mais qui vont aller toucher les mêmes zones. Le but étant, pour la même raison, c'est que si je fais tous les jours la même chose, mais je pense qu'au bout de 3 jours, j'arrête. Donc du coup, nous, on a en fait des cycles de progression qui sont mis en place où en fait, on va venir varier les exercices. Il y a des variantes en fait pour une demande précise. On va avoir entre 3 et 10 exercices qui vont avoir le même impact. On va les faire varier. On les fait travailler de différentes façons déjà parce que c'est bien d'être complet dans son approche. Donc faire différentes choses, ça va amener quelque chose. Mais également, juste pour éviter cette routine dont tu parles, et je trouve que c'est hyper important. Et tu nous donnais quand même pas mal d'exemples sur Blumenfeld, et je trouve que c'est super intéressant de voir ce que le haut niveau peut venir pratiquer. Et justement, je voulais faire une étude de cas un petit peu spécifique avec toi sur, par exemple, un athlète, et je pense que c'est quand même assez régulier, qui se rend compte que finalement, il a une mobilité d'épaule qui est très bonne à gauche et moins bonne à droite. Comment le protocole il va venir évoluer? Est-ce que vous travaillez les deux côtés finalement? Est-ce qu'on va d'abord travailler majoritairement là où il y a une faiblesse, histoire d'atteindre, on va dire, le 50-50? Comment ça se passe d'un point de vue vraiment santé, application derrière? Donc en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire on veut que les deux épaules soient au top. Donc si on ne travaille jamais l'épaule qui est déjà bien, elle va régresser. Et donc elle va se retrouver au niveau de l'autre. Donc ça, c'est pas le but. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler les deux, mais en fait en travaillant l'épaule qui est plus faible, donc dans ton cas c'était l'épaule droite, voilà, on va en fait rattraper le déficit petit à petit. En fait, il y a une certaine limite en haut, on peut pas aller plus que 100% dans tous les cas. Donc en fait, le but c'est d'amener les deux, et au fur et à mesure, l'épaule faible va rattraper l'épaule forte, et on va se retrouver à égalité. Encore une fois, ça dépend du sport et des besoins du sport. Il y a des sports très asymétriques sur lesquels on va mettre l'accent. Je prends au handball par exemple, où on va avoir une épaule droite si on est droitier qui va être complètement déréglée par rapport à l'épaule gauche. Ça, c'est le sport qui le veut. Et on a beau travailler autant qu'on veut, on ne pourra jamais répéter en fait, l'effet de 500 shoots tous les 2 jours avec une épaule droite, même en faisant des exercices à gauche. Mais c'est pas grave, c'est le sport qui veut ça. Tant que l'épaule gauche, elle reste OK d'un point de vue physiologique, on n'aura pas de blessure là-dessus. Tant que l'épaule droite reste aussi physiologique, on n'aura pas de blessure là-dessus. Donc c'est comme ça aussi qu'on le voit. Et aujourd'hui, le triathlète, le sportif d'endurance, tu vois, ceux qui vont faire un marathon dans l'année, puis ensuite ils vont se dire je vais faire une cyclosportive, tu vois, dans quelques jours, là on s'en va sur l'étape du Tour, tu vois, c'est l'objectif de l'année, etc. J'adorerais faire un podcast, mais je pense que les auditeurs, c'est pas non plus un sujet qui les intéresserait, sur vraiment la structuration de tes équipes et comment tu as réussi à développer tous ces sports et attaquer au final un marché américain qui est quand même assez puissant. Mais ce que j'ai envie de comprendre, c'est que l'athlète qui aujourd'hui se définit assez souvent, je vois dans l'audience, comme athlète hybride qui va faire de l'Irox l'hiver et puis un triathlon dans l'année et puis ensuite de la course à pied, comment il intègre sa mobilité, parce que tu nous disais qu'il y avait quand même une différence dans tous ces sports-là. Par exemple, j'ai envie de faire du golf pendant 2 mois à l'île Maurice parce que j'ai mes vacances là-bas. Et finalement, je me rends compte que j'ai un petit problème là-bas. Comment vous arrivez à adapter la pratique de la mobilité? Parce que tu me dis qu'il faut le faire tous les jours. Comment ça évolue en fonction du sport? En fait, dans le parcours
utilisateur. Ouais. Quand il télécharge l'app pour la première fois, on lui demande en première question quel sport il fait. Donc il nous donne tous ses sports, que ce soit saisonnier, comme tu disais, pour le golf à l'île Maurice, ou du snowboard pour l'hiver. Voilà, il nous donne ses sports et ensuite il les range par ordre de pratique. Donc imaginons, je suis triathlète en 1, je suis snowboarder l'hiver, et puis j'aime jouer au golf de temps en temps, et puis de temps en temps je vais faire du paddle. Il faut savoir qu'en moyenne, on a fait faire une étude sur nos utilisateurs, et on l'a confronté à une étude qui était déjà faite en fait, par un institut. En moyenne, les gens pratiquent 2,7 sports. Donc les gens qui font du sport pratiquent 2,7 sports. Donc pour le triathlon, en effet, on n'est pas très loin, ça fait 3. Ouais, déjà. on y est. mais si tu prends apparemment les gens de normaux, ils sont capables de faire n'importe quoi, du golf, du tennis et autre chose. 2,7, c'est le sport, c'est le nombre de sports qui est ressorti. Donc nous, ce qu'on fait, une fois qu'on a appris cette data-là, on dit ok, vous avez fait faire votre test, on est capable de vous donner un score global et un niveau de mobilité sport par sport. Et après, dans l'app, quand vous allez faire votre activation, il faut nous dire aujourd'hui je fais. Donc vous dites activation course à pied ou activation snowboard, activation. En fonction de ce que vous nous dites, nous on réfléchit et on se dit ok, on connaît vos datas de mobilité, on connaît votre score, on connaît votre niveau, on sait ce que vous voulez faire, on sait l'équipement que vous avez ou pas à la maison. Et on est capable de vous donner cette séance-là. Voilà. Et on vous fait progresser au fur et à mesure. Pareil pour la récupération et pareil pour le travail à la maison. Et en fait, il faut avoir toutes ces données-là. C'est pour ça que ça a pris 1 an et demi. Mais il faut avoir toutes ces données-là pour être capable de donner le protocole le plus pertinent à la personne en fonction de ce qu'elle va faire à l'instant T. Mais tu nous disais en intro que toi, ça t'aide à mieux dormir, que ça a un impact au quotidien. Finalement, si tu vois, tu nous expliques bien cette pratique de l'été, je veux faire tel sport, l'hiver, je veux faire tel sport. Est-ce que si on vient travailler la mobilité sur d'autres mouvements qu'on n'a pas l'habitude de travailler, ça va toujours avoir cet même impact, j'ai envie de dire, d'un point de vue vraiment santé pour l'athlète amateur ? Oui, en fait, alors ce qu'on conseille d'ailleurs, vu que les sports, donc le 1, 2, 3, l'ordre entre guillemets qu'on a, on peut le modifier. Imaginons, je fais pas de triathlon entre octobre et mars, voilà, je fais vraiment pas, mais au contraire, je vais faire un autre sport. On peut toujours rechanger l'ordre dans l'app pour dire maintenant, en fait, mon focus du moment, c'est le ski. Je vais passer une saison au ski, ça c'est mon focus absolu. Et dans le ski, il va y avoir énormément de travail de rotation qui est très peu présent dans le triathlon. Okay. En changeant ce réglage, nous, on va réadapter toute l'app en fonction de ça et en disant ok, maintenant, on va mettre un gros focus sur tout ce qui va être ski, donc tout ce qui va être rotation. Okay. Donc vous allez bosser là-dessus. Quand reviendra la saison du triathlon, vous rechangez ça et nous, on repasse en triathlon. J'aime bien parce que tu nous parles du ski et justement, on a souvent l'habitude de dire que, tu vois, même dans une saison, est-ce que je vais au ski ? On le voit dans des contrats de sportifs pros, c'est même des fois interdit d'aller au sport d'hiver parce qu'on sait que ça génère beaucoup de blessures. Si j'ai envie d'éviter toute cette notion de blessure, parce que tu me disais auparavant, on va dire que la mobilité a un impact sur tout ça, c'est à partir de quand que je dois commencer un petit peu à le travailler ? Est-ce que c'est 3 jours avant d'aller au ski en famille ou c'est quelques semaines, quelques mois avant ? Honnêtement, alors ça dépend le niveau de ski que vous mettez et l'intensité que vous mettez dans le ski. Si vous commencez 2-3 semaines avant, déjà vous allez sentir, et que juste avant d'aller skier, par exemple le matin, vous mettez en place un petit protocole, vous allez vraiment sentir une différence déjà. En fait, en termes de progression, alors ça c'est du ressenti utilisateur. En gros, dès les premières sessions qu'ils font, ils disent « Ah, j'avais l'impression d'être prêt pour courir, j'avais des sensations trop bien dès le début. » Donc ça, c'est immédiat. Ensuite, au bout de 2 semaines, on se dit « Ah, mais en fait, je commence à sentir que j'ai moins de restrictions, je dors mieux, j'ai moins mal au dos, j'ai moins de douleurs, etc. » Ça va assez vite. Ensuite, en termes de progression en pourcentage, il y a un peu de temps. Au bout du premier mois, on arrive déjà à avoir des résultats, donc on voit que les gens progressent. Okay. On a une stat qui est de 12% de progression sur 2 mois. Ah ouais. Donc, vous êtes capable de gagner 12% de progression. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que peu importe l'âge, peu importe le sexe. Donc, qu'on ait 18 ans et qu'on soit un homme, ou qu'on ait 55 ans et qu'on soit une femme, en fait, la progression, alors c'est toujours pareil, c'est avec du nombre dans les datas, en fait, elle est identique. Et donc, il n'y a pas d'excuses. Moi, j'ai mon père qui est cycliste, ancien judoka, qui fait de la planche à voile, qui, lui, il s'y tient à fond aussi. Et lui aussi, il progresse, en fait. Et il a beau avoir 65 ans maintenant, 65 ans, je crois, 66 ans. Et il progresse quand même. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas de « moi, je suis né pas mobile, et puis en plus, j'en ai jamais fait. Et franchement, j'ai 55 ans, donc c'est pas pour moi. » Non, au contraire, c'est oui, vous allez progresser. Vous allez peut-être partir de beaucoup plus bas,
mais en fait la progression sera encore plus haute et vous avez un potentiel que vous n'avez pas utilisé. Et c'est ça un peu une des choses que je répète que je répétais à tous mes patients, mais que je répète encore aujourd'hui, c'est vous mettez tout ce qu'il faut dans l'entraînement, vous faites tout ce qu'il faut dans l'entraînement, vous respectez les paces, vous respectez le volume, vous vous donnez, vous passez énormément d'argent là-dedans pour vos performances, et pour autant, il y a quelque chose qui est essentiel à votre performance et à votre longévité dans ce sport-là, c'est la mobilité, mais je reviens encore dessus, parce que je ne prêche pas que pour ma paroisse, mais dormez, le sommeil c'est hyper important et la nutrition c'est hyper important. Donc quand vous avez tous ces facteurs-là, si vous négligez la nutrition, le sommeil et la mobilité, vous avez beau vous entraîner autant que vous voulez, en fait vous n'allez pas du tout performer au niveau où vous pourriez. Et étrangement, c'est ces choses-là qui ne nécessitent pas d'entraînement. Bien manger ou bien se complémenter le jour de l'entraînement ou d'une course, ça peut être coûteux financièrement certes, mais en fait tout le monde peut le faire, c'est la portée vraiment de tout le monde. Bien dormir ou mettre des choses en place pour bien dormir, ça aussi, c'est à la portée de tout le monde, si vous êtes jeune papa ou maman. Et c'est pareil, prendre 3 à 8 minutes par jour pour soi, ça ne coûte pas grand-chose en termes de temps, mais par contre, ça va décupler vos performances. Vous allez venir en fait maximiser ce que vous mettez sur vos entraînements en course à pied, sur vos entraînements en vélo ou en natation. Juste avec ces petits détails-là, d'un coup, tout va se décupler. Et la différence, et c'est Sam Ledlow qui le disait dans ton podcast, il disait on arrive tous le jour J, on a tous entraîné pareil, on met tous tout ce qu'il faut. La différence, elle se fait qui arrive le plus frais le jour de la course et le moins blessé. Et en fait, c'est ça. Et dans tous les sports, c'est comme ça pour avoir fait du haut niveau en tant qu'inné. C'est pas qui est le meilleur, c'est qui est le meilleur / le moins blessé le jour J, qui fait que du coup, c'est celui qui gagne. Si vous voulez pas arriver à un tri avec une douleur au niveau du tendon d'Achille, le genou droit qui coince et l'épaule gauche qui est un peu verrouillée, il faut travailler en amont et vous allez voir que le jour J, ça va bien se passer. Et on se rend compte que ça, comme tu le dis, les amateurs, les pros, tu donnes l'exemple de Sam qui était passé sur le podcast, c'est vrai que je me rappelle, il avait dit ça, tu as totalement raison, mais nos auditeurs, il y en a beaucoup qui ont ce mix entre travail et sport. Donc là, tu dis que ça a un impact sur leur sport. Mais j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que la mobilité peut avoir un impact sur ma concentration au travail, mon énergie, etc. Ça va avoir un impact sur, si vous passez votre journée assis, sur vos douleurs au dos, vos douleurs au cou, si vous êtes sur un ordi 8 heures ou 10 heures par jour. Ça va avoir... Oui, bien sûr, c'est la pratique du sport. Quand on est passionné et qu'on met beaucoup d'énergie dans son sport, c'est ça qu'on voit. Mais il y a aussi les douleurs du quotidien ou le bien-être du quotidien, on ne sait pas comment on le voit, la capacité ou la facilité qu'on va avoir à s'endormir, la capacité qu'on va avoir à se déverrouiller le matin sans être tout rouillé dès qu'on sort du lit, tout ça aussi, ça a un attrait. Et donc, certaines personnes vont le mettre en place uniquement pour ces raisons-là et pas pour la performance, ceux qui ne cherchent pas la performance. Il y en a qui cherchent les deux. Peu importe ce que vous cherchez, ce qui est sûr, c'est que vous écoutez n'importe quelle interview d'athlète professionnel, n'importe quel kiné ou ostéo dans le monde, et vous allez voir, et qu'il n'y a pas d'app à vendre. Hein. Si je dis pas ça, il va vous dire, si tu ne travailles pas ta mobilité, tu vas venir chez moi souvent, tu vas être blessé, etc. Et étrangement, c'est le message commun que tout le monde reçoit, et il n'y a pas tout le monde qui le fait. Mais ceux qui le font, ils sont toujours récompensés, soit par des performances optimisées, soit par des blessures qui sont amoindries, en tout cas par de la longévité en permanence. C'est sûr que aujourd'hui, comme tu le dis, on te fait parler plus sur ton expertise vraiment de kiné et de ton lien avec le haut niveau. Mais ce que je trouve très intéressant dans l'app, et c'est pour ça qu'on le met en avant tous les deux dans ce podcast et que je suis persuadé que ça va intéresser les auditeurs, c'est qu'il y a vraiment cet aspect data qui guide un petit peu ce sportif. On est là tous avec nos applications, regarder les watts, regarder le volume, comme tu dis, toutes ces notions-là. Et il y a une data que je ne sais pas si tu vas avoir des exemples à me donner, mais je vais quand même aller te challenger là-dessus. Mais tu parles de ces 12% de moyenne. Et je me dis, les triathlètes, en général, ils adorent cette partie data et ils disent, je veux faire mieux que la moyenne dans pas mal d'échanges que je peux avoir avec les auditeurs. Est-ce que tu as des exemples qui montrent que en fait, y a des gens qui progressent à 20-25% et c'est quoi comment tu l'expliques, toi? On a tout. Hein. On a des personnes qui arrivent chez nous, ils ont à 35, ils finissent... des mois plus tard, ils sont à 90. Voilà. Donc, on en a qui ont une progression extrême, voilà, même si une progression n'est jamais linéaire. Donc, il y a des mois où ça stagne un peu pour débloquer un nouveau niveau, etc. Mais globalement, tout le monde progresse tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est de se comparer à la moyenne de son âge, son sexe et son sport.
Donc si je prends là l'exemple ici, un homme moyen va avoir 61% sur son score global et une femme 74%. Ça, c'est pour les gens qui ont entre 30 et 34 ans. Ok. Et au fur et à mesure, en fait, on va venir légèrement, par tranche de 10 ans, décroître d'environ 2% en moyenne par tranche. Donc, Ok. vous diminuez pour les plus de 60 ans, vous allez vous retrouver chez les hommes aux alentours des 52% de moyenne, 50% de moyenne. Voilà. C'est pas énorme la différence, mais Ouais. tout de même. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui a 18 ans et qui a 60% et qui ne travaille pas sa mobi, il va se faire gratter Et ouais. par la personne de 50 ans qui lui a passé 3 mois à utiliser l'app ou à travailler sa mobilité de manière générale. Il va se faire gratter là-dessus, il va être plus performant. Et donc, tout le monde peut le faire. Et pour finir cet épisode, comme tu le disais, on est vraiment là pour... j'adore cet exemple et je te rejoins totalement que finalement, la mobilité, quand tu regardes beaucoup de paroles de kiné, d'ostéo, de sportifs, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Moi, c'est vraiment un épisode, j'en reparle parce qu'il m'avait marqué cet épisode avec Arthur Orso qui disait que ça l'avait, lui, sorti d'un lit d'hôpital, quoi. Vraiment, la mobilité l'avait sauvé et il s'était dit, mais si j'avais compris ça plus tôt, et j'étais en stage avec lui et je le regardais et je me dis, comment j'ai pas pu passer à l'action? Et je le regardais, il était assis au sol en train de se bouger les hanches. Il dit, maintenant, c'est une obligation, autrement, je vais pas courir pour faire ça. Je pense que là, les auditeurs et les auditrices ont vraiment compris l'impact de la mobilité. Mais pour passer à l'action sur l'app, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place? Est-ce que c'est payant dès le début? Comment ça se passe? L'app, elle est entièrement gratuite au téléchargement. Okay. Téléchargez l'app, vous nous dites les sports que vous faites votre test de mobilité qui est totalement gratuit aussi. Vous allez avoir votre score, votre niveau de mobilité par sport, etc. Et ensuite, tout ce qui va être donc, protocole personnalisé, individualisé pour vos sports et pour vous, ça c'est sur un plan qui, lui, est payant. Okay. Mais par contre, vous voulez essayer pour voir l'effet que ça va avoir sur vous, vous avez 14 jours complètement gratuits aussi. Donc, il y a 14 jours d'essai gratuits. Si vous vous arrêtez avant la fin, il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de prélèvement, rien du tout. Mais au moins, vous pouvez voir par vous-même. Mais s'il y a une chose déjà à faire, c'est au moins en savoir plus sur vous grâce au test. Que ce soit en savoir plus sur qu'est-ce que je devrais mettre en place si je voulais progresser, mais parfois aussi juste pour comprendre en fait, c'est pour ça que j'ai ces douleurs au dos. C'est pour ça que j'ai ces douleurs aux chevilles. C'est pour ça que j'ai ce problème de genou. En fait, vous allez voir assez clairement, assez rapidement en disant ok, en fait, là, je suis vraiment nul. Là, je suis très fort, je suis assez surpris. Voilà. Mais au moins, et puis vous comparez avec les copains aussi, c'est assez drôle. Mais là-dessus, vous allez pouvoir voir où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Pour autant, peut-être que vous avez déjà 10 sur 10 partout. Très bien. C'est super pour vous. Maintenez-le. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas en faire, mais maintenez-le simplement. Vous n'aurez pas un extra effort là-dessus et vous allez avoir peut-être plus d'efforts à mettre sur l'entraînement, la nutrition, la récupération, peu importe. Tant mieux pour vous. Mais comme je vous ai dit, on a 1 500 000 utilisateurs et la moyenne, elle n'est pas à 90%. Ouais, c'est ça. Il y a cette petite notion de travail quand même à avoir. Bon, en tout cas, merci à toi franchement pour ta clarté, ta passion et aussi ton temps. J'en profite pour les auditeurs. Vous avez souvent l'habitude de me faire un retour sur tous les podcasts pour me dire que ça vous a plu ou ce qu'il faut améliorer, etc. Là, ce qui peut être assez rigolo, c'est justement de m'envoyer ou même de commenter votre score directement sous le podcast, sous la vidéo YouTube. On pourra se comparer. Je pense très sincèrement que la majorité des gens auront un meilleur score que moi. Mais le but, c'est vraiment la progression, mieux bouger pour mieux performer. Donc franchement, si vous avez 5-10 minutes pour aller faire ce test, l'application se télécharge très très vite. C'est l'occasion de tester, de parfois se regarder dans un miroir, ce qui m'a fait un petit peu mal au début sur ce score, mais ce qui donne envie, je sais, de progresser. Donc franchement, merci Thibaut pour ce bel épisode et je te dis à très vite. Merci. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!